Eh bien, merci Thomas. Bonjour à tous et bienvenue. Donc, Euh, l'objectif de ce webinaire, c'est de vous présenter un peu une méthode pour vous approprier ou pour que vos entreprises respectives puissent s'approprier le sujet de l'économie circulaire, qui est un sujet assez polymorphique et multifacette et qui est parfois difficile de réellement intégrer. Je vais commencer par brièvement parler de nous, mais je vous rassure, on va aller assez vite. Je pense que maintenant, vous commencez à nous connaître, en tout cas pour la plupart d'entre vous. Essayer d'un peu d'introduire le sujet, pourquoi est-ce qu'on parle d'économie circulaire et pourquoi on en parle de plus en plus en ce moment. Ensuite, pourquoi c'est important d'agir pour une entreprise, qu'est-ce que ça peut apporter dans ce sujet, et puis ensuite, vous donner un aperçu des étapes qui nous paraissent les plus pertinentes pour se lancer dans ce sujet-là. Donc, premièrement, qui on est? Donc, Ecodev, qui est un cabinet de conseil et de services sur les sujets liés au développement durable pour les entreprises, donc à la RSE. On existe depuis plus de 10 ans. On a une trentaine de collaborateurs aujourd'hui. On s'est doté l'année dernière d'une raison d'être. Ça fait partie des sujets sur lesquels on travaille auprès des entreprises. Et donc, on s'est doté l'année dernière d'une raison d'être que vous voyez là, qui est donc de réveiller les organisations pour stimuler l'engagement et provoquer le changement. L'idée, c'est vraiment de pouvoir accompagner les entreprises pour comprendre, anticiper ce qui est en train de se passer au niveau de la société, donc les bouleversements de société et les évolutions de société qu'on est en train de voir, et pour essayer de les intégrer dans le pilotage et l'opérationnalisation de vos organisations. Donc, on est basé à Paris. Je suis moi-même basé à Marseille. On a également une présence à Nantes et une présence à Lille. Et pour vous donner rapidement les domaines d'activité ou les domaines d'expertise d'Ecodev, je dirais on s'attache quand même à travailler sur les enjeux environnementaux qui sont les enjeux les plus importants, les plus prégnants du moment, je pense. Le premier, c'est le sujet euh, des évolutions et du changement climatique. Donc, on travaille sur les sujets climat et énergie au travers de bilans carbone, de stratégies carbone, de programmes de compensation, etc. On travaille de la même manière sur les sujets liés à la biodiversité qui, si on ne règle pas le premier problème, vont aller en s'accroissant. Et donc, de la même manière, on est capable d'accompagner des entreprises sur des sujets comme des audits de biodiversité ou la mise en place de plans d'action pour essayer de réduire son impact sur la biodiversité. Et puis, on travaille, et c'est le sujet dont on va parler aujourd'hui, sur le sujet de l'économie circulaire, pour adresser le sujet des ressources, qui est un sujet qui est de plus en plus important, qui est un sujet qui a un impact sur les deux premiers également, hein, puisque pour atteindre les ressources dont on a besoin aujourd'hui, il faut de plus en plus dépenser d'énergie et donc de plus en plus émettre de gaz carbonique, et ça a de plus en plus d'impact sur la biodiversité. Donc, bien évidemment, on travaille aussi au niveau global sur le sujet de la RSE pour accompagner les entreprises dans la mise en place, l'identification de leurs enjeux, la mise en place de leur stratégie. Et peut-être certains d'entre vous nous connaissent aussi sur le sujet de la mobilité durable, qui est un sujet sur lequel on a historiquement travaillé chez Ecodev. Alors, de quoi parle-t-on quand on parle d'économie circulaire? L'idée, c'est d'essayer de sortir d'un modèle de production et de consommation qui est très linéaire et qu'on hérite des 2 siècles qui nous ont précédés, hein, révolution industrielle et XXe siècle, où on va extraire des matières premières, les transformer, les distribuer, les utiliser et s'en débarrasser. Et évidemment, ce modèle de production et de consommation très linéaire a 2 inconvénients majeurs qui sont liés à sa durabilité. Le premier, c'est qu'à un bout, comme on est en croissance en termes de population, en termes de niveau de vie au niveau mondial,
mais on a de plus en plus besoin de matières premières. Et à l'autre bout de la chaîne, on crée évidemment de plus en plus de déchets et on rejette de plus en plus de déchets. Alors, de toutes sortes, hein, puisque la majorité en poids des déchets, si vous regardez la France, plus de la moitié des déchets qu'on produit, c'est des déchets liés aux bâtiments, ou en tout cas aux infrastructures de ce type. Mais on voit aussi énormément, on entend énormément parler de déchets plastiques, bien évidemment, pour toutes les raisons qu'on connaît, notamment pour leur fuite dans les océans. Et donc l'idée pour réduire les flux d'extraction et les flux de déchets, c'est d'essayer de rendre cette économie plus circulaire et donc on voit beaucoup le terme de boucler la boucle dans les différentes publications qu'on peut trouver. C'est beaucoup le motto de, par exemple, la Fondation Ellen MacArthur. Mais l'idée, c'est à toutes ces étapes de la production, de distribution, de l'utilisation ou de la fin de vie, qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire les pertes et réutiliser, réinjecter dans cette nouvelle boucle de fabrication et de consommation des matières, des composants ou des éléments des produits qu'on a fait. Donc, bien évidemment, au niveau de la production, il y a tout un travail, mais que souvent les entreprises ont adressé, en tout cas les entreprises qui produisent des composants et qui les mettent sur le marché, sur le recyclage et l'optimisation des processus de fabrication pour limiter les pertes. Mais on va voir aussi qu'au niveau de la consommation, de l'utilisation, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire sur la capacité à réduire les besoins, à essayer d'adapter les besoins pour les réduire au maximum, à étendre la durée d'usage, que ce soit par une utilisation prolongée ou une réutilisation de ces biens. Il y a bien évidemment tout un travail à faire sur la capacité à reconditionner, réparer, reconvertir les différents produits et les différents composants qu'on va trouver pour pouvoir les réinjecter d'une manière ou d'une autre dans cette boucle et créer des petites boucles internes. Évidemment, quand tout cela a été actionné, il reste la possibilité de faire du recyclage matière, donc de désassembler des produits, de récupérer non plus là des composants, mais de la matière pour en refaire de la matière première qu'on va réinjecter dans les circuits de production. Et en dernier ressort, la possibilité de valoriser de manière soit énergétique, soit si ce sont des déchets organiques, de les valoriser par le compostage. Mais donc l'idée dans tout ça, c'est bien évidemment d'essayer de réduire à la fois les flux d'extraction dont on a besoin et les déchets qui commencent à devenir des vraies problématiques pour nous, pour nos civilisations. L'ADEME, en termes de modélisation de ces cycles, l'ADEME a un modèle d'économie circulaire qui se décompose en 3 domaines et en 7 piliers. Donc les domaines, c'est l'offre des acteurs économiques. Qu'est-ce que les acteurs économiques qui mettent ces produits sur le marché peuvent faire à leur niveau? Il y a bien évidemment un domaine d'action qui est au niveau du comportement des consommateurs eux-mêmes. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ces besoins ou réduire ces besoins ou optimiser ces besoins? Et puis, le troisième domaine, c'est bien évidemment la gestion des déchets, la gestion de la fin de vie. Et on va voir dans chacun de ces domaines, différentes questions qu'on va pouvoir se poser. Est-ce qu'on peut utiliser au niveau de l'extraction, de l'exploitation, des achats, est-ce qu'on peut utiliser des ressources durables, renouvelables ou issues du recyclage? Comment on fait pour évaluer et limiter les impacts sur sa chaîne d'approvisionnement? Au niveau de la conception des produits, on va beaucoup parler d'éco-conception.
Et là, l'idée, c'est d'essayer de comprendre quelles sont les externalités qu'on génère et comment on peut les maîtriser et les réduire. Il y a un domaine d'action qui est plus au niveau territorial, qui s'appelle l'écologie industrielle et territoriale, EIT. Et là, la question, c'est essayer de savoir si entre acteurs économiques qui opèrent sur un même territoire, on est capable de développer des synergies autour des procédés, des processus, avec l'idée quelque part, soit de mutualiser un certain nombre d'équipements, de ressources, soit que les coproduits ou les déchets de l'un puissent être utilisés comme matière première valorisable par l'autre. Il y a un domaine qui est de plus en plus, qui prend de plus en plus d'importance, qui est également le domaine de l'économie de la fonctionnalité, avec la question qui est est-ce qu'on peut réduire ces externalités qu'on génère par la fabrication et l'utilisation des produits ou des services à travers une offre qui ne serait plus une offre de vente du produit, mais une offre de services, de performance d'usage, d'utilisation des produits, et donc plutôt de fonctionnalité que de production d'un produit et de vente d'un produit. Au niveau de la consommation, donc si on change de domaine et qu'on rentre sur le sujet de la demande et du comportement des consommateurs, ce qu'on va voir arriver, c'est des questions sur comment est-ce qu'on peut informer et avertir les consommateurs de l'impact environnement des produits, des services qu'ils utilisent, et comment on peut les guider pour réduire cet impact en utilisant mieux les produits qu'ils ont acquis ou qu'ils utilisent aujourd'hui. On a aussi un domaine qui est un pilier, pardon, qui est l'allongement de la durée d'usage. Bien évidemment, c'est un domaine qu'on va pouvoir voir d'une part en lien avec le sujet de l'éco-conception. Quelque part, dans l'éco-conception, on va se poser la question d'est-ce qu'on est capable d'améliorer, d'allonger la durée d'usage du produit en le rendant plus évolutif, plus facilement réparable, plus adaptable aux évolutions. Mais également, on va voir apparaître des modèles économiques qui sont des modèles de réemploi ou de réutilisation qui vont permettre peut-être d'utiliser des produits qui ont déjà été utilisés par d'autres auparavant au travers de nouvelles utilisations. Et le dernier point sur le recyclage, donc sur le pilier, le domaine de gestion des déchets, la question va être de respecter la hiérarchie de gestion des déchets. Évidemment, éviter de produire des déchets, qui est la priorité numéro 1. La deuxième, c'est de réutiliser ce qu'on peut réutiliser. Et puis la troisième, c'est d'essayer de recycler les matières qui sont contenues dans ces produits. Et évidemment, après, d'essayer de valoriser du point de vue énergétique ces matières si on n'a pas réussi à les valoriser auparavant. Et en tout dernier ressort, évidemment, d'éliminer ces produits. Ce qui est important à noter, à mon sens, c'est que on a l'impression, quand on décrit ces différentes actions mobilisables et ces domaines d'action, on a parfois l'impression que le sujet de l'économie circulaire ne s'adresse qu'aux metteurs sur le marché. Je fabrique des brosses à dents et je les mets sur le marché, donc il faut que je m'intéresse à l'économie circulaire. Je pense que c'est une erreur d'appréciation. Ce domaine de l'économie circulaire, il va, au fur et à mesure qu'il va prendre de l'ampleur, il va impacter un certain nombre d'autres secteurs d'activité, notamment les services, parce qu'on va voir arriver des services qui vont être concurrentiels par rapport à des nouveaux services qui vont remplacer des actes de vente, donc des services de mise à disposition. Et puis, il y a un certain nombre d'acteurs économiques qui vont voir leur métier sans doute modifié ou bouleversé par ces sujets-là. On a travaillé il n'y a pas très longtemps avec un établissement financier qui fait du crédit à la consommation, pour lequel la question était, quand ces modèles vont prendre de l'ampleur, quelle va être ma place à moi?
puisque mon métier, c'est de financer les achats. Et qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour m'adapter à ces nouveaux environnements? Donc, voilà à peu près un tableau sur le sujet de l'économie circulaire. Alors, bien évidemment, très contracté et très rapide, mais si vous souhaitez qu'on en discute, n'hésitez pas à poser des questions sur le sujet. Alors ensuite, pourquoi est-ce qu'il faut agir? Je dirais il y a deux domaines. Le premier, c'est bien évidemment la valeur environnementale ou la pression qu'on met sur l'environnement. Et je pense que ça, c'est le moteur fondamental. Pour vous donner quelques chiffres, comme vous le voyez là, entre 1950 et 2020, la population mondiale a été multipliée par 3, la consommation d'eau par 4, la consommation d'énergie par 5, la consommation des matières premières par 6 et les produits de la mer par 8. Et quelque part, il est à peu près évident que si on arrive aux 9 ou 11 milliards d'êtres humains sur Terre, qui sont les hypothèses médianes et basses des Nations Unies, ce chiffre va être absolument insoutenable, d'autant que dans toutes les opérations qu'on fait, si vous prenez par exemple le dernier point, la consommation des produits de la mer, ce qu'on pêche aujourd'hui, le rendement de ce qu'on retire de la mer, le rendement de la première étape, donc entre ce qu'on retire de la mer et ce qu'on conserve pour le traiter derrière, le rendement est d'à peine 50%. C'est-à-dire que sur les prises qu'on prélève sur la mer, sur le milieu marin, on va rejeter à peu près la moitié en poids de la prise directement à la sortie du filet, juste parce que ce sont des espèces qui ne paraissent pas valorisables ou qui ne sont pas intéressantes, pas rentables à exploiter, etc. Et donc, ce genre de pression ne peut bien évidemment pas être pérenne quand on a une population qui est en train de monter à la vitesse à laquelle elle monte. Et juste pour vous donner encore un indicateur sur ce sujet-là, il y a pas très longtemps, il y a quelques jours, quelques semaines, il y a un article qui est paru sur les masses relatives de ce que l'homme a créé, donc des infrastructures et des produits créés par l'homme par rapport aux masses du vivant, à la masse du vivant. Et l'article disait, ça y est, on vient d'atteindre donc ce que l'homme a créé depuis les débuts de l'humanité, vient de dépasser la masse du vivant aujourd'hui. Et si on continue comme ça en 2040, ça sera plus important, ça sera 3 fois plus important que la masse du vivant. Alors que l'être humain sur Terre, si on prend, je vous renverrai, vous trouverez les liens en bas de page, mais si on prend la masse du vivant, l'homme pèse moins que les virus sur Terre, par exemple. La masse totale sèche, en poids sèche des êtres humains est estimée à quelque chose comme 10 ou 100 fois moins que les virus tout seuls. Donc, on a un vrai... on est vraiment en train de transformer le monde et de manière qui n'est absolument pas durable en termes de ressources. Donc ça, c'est évidemment le moteur qui me paraît le plus important. On a un vrai enjeu et qui risque à moyen terme de poser des problèmes à notre société. Quand on regarde un équipement emblématique de nos sociétés, le smartphone, alors, je ne veux pas faire du smartphone bashing, ce n'est pas la question, c'est souvent l'outil qu'on prend, mais il est quand même emblématique de nos sociétés. Aujourd'hui, il y en a plus d'1 milliard qui sont distribués chaque année au monde. Le taux de recyclage de certains des métaux, notamment les métaux rares, qu'on va trouver en quantité assez importante dans ces smartphones, est quasiment nul, on peut le dire, alors que pour créer un smartphone qui fait quelques centaines de grammes, on va remuer 70 kg de terre, on va parcourir des distances, on va faire parcourir à des composants ou à des matières premières des distances extrêmement importantes. Et vous voyez que pour produire 1 gramme de smartphone, il faut 80 fois plus d'énergie que pour produire 1 gramme de voiture thermique, qui est aussi un équipement emblématique de nos sociétés.
Donc, quelque part, quand on pense que une journée de production d'Apple, par exemple, c'est de l'ordre de 4 tonnes d'aluminium ou 5 tonnes d'aluminium, 4 kilos d'or, quelques dizaines de kilos de terres rares, etc. On se rend compte quelque part qu'il faut réellement réfléchir à la durabilité et si on ne peut pas réfléchir à la durabilité ou si on arrive au bout de la durabilité de ces produits qu'on fabrique, c'est comment on fait pour récupérer ce qu'on a pu mettre dedans. Donc, bien évidemment, le premier moteur qui doit tous nous animer, c'est cette question des ressources. Évidemment que le législateur s'en est rendu compte et même si on peut tous se demander si la législation va à la bonne vitesse, on se rend compte quelque part que depuis les années 70, où on a commencé à parler de responsabilité élargie des producteurs, jusqu'en 2019-2020 avec la loi AGEC, et plus récemment dans la loi climat, où on introduit certains éléments qui ont trait à l'économie circulaire, on se rend compte que le législateur, aussi bien en France qu'au niveau international, en Europe et ailleurs, est en train d'indiquer que ce sujet le préoccupe. Le plan d'action économie circulaire de l'Union européenne, quand on le regarde, c'est en premier lieu, à mon sens, un plan stratégique qui dit attention, il y a énormément de ressources, en particulier des métaux, dont on va avoir besoin pour développer notre indépendance énergétique, développer nos énergies renouvelables, etc., qui sont en train d'être, dont la diffusion est en train d'être limitée et est à la merci de quelques pays producteurs au monde. Mais quand on regarde cette notion de réglementation, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est, je dirais, au milieu des années 2010, on parlait beaucoup de déchets. Et aujourd'hui, on parle toujours de déchets. Bien évidemment, on veut réduire les déchets plastiques, on veut réduire tous ces déchets-là. Mais on parle beaucoup, beaucoup, beaucoup et de plus en plus de ressources dans les textes de loi ou les évolutions réglementaires ou les planifications qu'on peut trouver au niveau de l'Union européenne. Un petit focus sur la loi AGEC, donc la loi anti-gaspillage et pour l'économie circulaire 2019, dont un certain nombre de décrets sont passés en 2020 et doivent toujours, dont certains autres sont toujours en cours de publication. Elle a essentiellement cinq domaines sur lesquels elle souhaite agir. Le premier, c'est très caractéristique, le plastique jetable. Donc, vous avez vu qu'il y a une interdiction progressive des emballages à usage unique, qui a une réflexion sur la consigne ou l'utilisation de la consigne. Si on n'arrive pas à récupérer suffisamment si la boucle de recyclage des emballages plastiques ne suffit pas, on va évaluer cette boucle de recyclage pendant quelques années avant de savoir si on repasse à autre chose. Il y a un point qui est sur mieux produire, et là on va voir des choses autour de nouvelles filières REP, donc de responsabilité élargie des producteurs, sur toute une gamme de produits très variés qui vont des filets de pêche jusqu'à l'industrie de la cigarette. Mais on va voir aussi des choses comme l'affichage environnemental, l'éco-conception des produits, essayer de favoriser ces sujets-là pour que les entreprises s'en emparent et donc qu'elles soient capables de mieux informer les consommateurs et sur les produits que ceux-ci achètent. Il y a un point de cette loi qui est orienté sur l'obsolescence programmée, avec l'expérimentation puis la mise en place à terme notamment d'un indice de réparabilité, même si
Si aujourd'hui le sujet est encore assez limité, il est clairement en augmentation. Et puis, quelque chose qui a été assez emblématique parce qu'on on l'a vu arriver tout de suite, c'est la lutte contre le gaspillage et notamment l'interdiction de destruction des invendus non alimentaires sur ces sujets-là. Donc, quelque part, le premier point sur pourquoi agir, c'est environnemental. Le deuxième point, c'est parce que le législateur est en train de nous dire à tous, préoccupez-vous de ces sujets-là. Mais pour l'entreprise, quelque part, c'est aussi un enjeu métier, un enjeu économique. Si on prend toujours le sujet des métaux, on a vu dans les mois qui ont passé et sur l'année dernière des cours de métaux, l'aluminium, etc., ou des cours de matières premières, même comme le bois ou le coton, qui se sont complètement envolés avec des chiffres d'augmentation qui sont à deux chiffres, qui peuvent aller à 50, 60%, 80% d'augmentation. Et donc, clairement, le signal qui était donné par les spécialistes depuis pas mal d'années et qui disait on est en train de rentrer dans des périodes de pénurie et il est de plus en plus compliqué d'accéder aux ressources et donc ça va avoir un impact sur les approvisionnements, c'est quelque chose qui est en train d'arriver. Donc, il y a bien évidemment pardon, toute cette question sur la sécurisation des approvisionnements, la nécessité de mieux planifier et de mieux gérer ses ressources. Mais évidemment, on va retrouver dans les entreprises des notions de réduction de coûts au niveau de la production sur la consommation de matériaux, les consommations d'énergie, etc., mais aussi sur tout ce qui a trait potentiellement aux maintenances et aux garanties. Vous avez vu que dans la loi AGEC, on parle aussi d'extension de durée de garantie sur un certain nombre de catégories de produits. Tout cela a un coût et si on ne conçoit pas les produits pour qu'ils soient durables, évidemment, ces coûts vont être plus importants. Il y a également un enjeu au niveau des clients, puisque les clients, si on arrive à leur faire, à les informer sur l'usage du produit, à leur faire conserver le produit plus longtemps, à leur faire adopter potentiellement des services d'usage à la place des produits, on va être capable d'interagir de manière un peu plus longue et un peu plus profonde avec le client que si on leur vend un produit et en espérant juste pouvoir leur en vendre, lui vendre son évolution l'année prochaine. Donc, le type de relation qu'on va pouvoir développer avec les clients va être important. C'est bien évidemment aussi au niveau interne à l'entreprise, comme beaucoup de sujets liés à la RSE, c'est évidemment un outil, un des axes de stratégie RSE qui permettent de renforcer l'engagement des équipes pour leur donner envie de partager, d'adhérer aux valeurs de l'entreprise et de plus travailler avec les valeurs de l'entreprise. Et bien évidemment, à long terme, c'est un élément de stratégie qui est assez nécessaire, enfin qui paraît nécessaire, puisque ce mouvement semble être un mouvement de fond et est un mouvement de fond puisqu'on a vu les ressources vont nous obliger à nous y attacher. Et donc, quelque part, il est important d'anticiper à la fois les évolutions réglementaires et d'essayer de se positionner sur ces nouveaux marchés. Comme on le verra, ce n'est pas forcément très simple de s'engager dans ces domaines-là. Ça peut faire appel à beaucoup de facettes et ça peut demander de développer des compétences ou des nouveaux processus au sein de l'entreprise. Et du coup, c'est quelque chose qu'il est essentiel de commencer à tester, à anticiper et avant de le mettre en œuvre. Voilà, on va passer à un petit sondage. Donc, je pense que Thomas doit être en train d'afficher le sondage. Donc, la question, est-ce que vous pensez, vous, que l'économie circulaire aura un impact sur les activités de votre entreprise? Je vous laisse répondre. Et par contre, Thomas, moi, j'ai perdu la fenêtre du sondage, donc je te laisse me guider sur le sujet.
Yes. Je partagerai les résultats dès qu'on les aura, dans quelques secondes. A priori, tout le monde a presque répondu. Allez, c'est parti. Je vous partage les réponses. C'est bon, Yves. 81% de persuadés, 15% de peut-être, 4% de non. Eh bien, écoutez, merci. Je vais juste pour vous donner un point de référence. C'est assez intéressant puisqu'on est à 81 versus 85%. Je vous renvoie vers un document qui est vraiment très complet, très intéressant, qui a été publié très récemment en avril de cette année par OPO et l'INEC, donc l'Institut national de l'économie circulaire. C'est une étude qui a pris 18 entreprises avancées sur le domaine de l'économie circulaire et qui a fait des interviews et qui est allé essayer de rassembler un petit peu les bonnes pratiques et les recommandations que ces entreprises pouvaient donner, et puis qui a pris une soixantaine d'entreprises, donc vous voyez 63 entreprises de différentes tailles, différents secteurs industriels, etc., et qui leur a posé la question sur un certain nombre de questions sur le sujet de l'économie circulaire. Et sur ce panel de 60 entreprises, 85% des industriels interrogés considèrent que l'économie circulaire est une opportunité économique pour elles. Donc, on est en phase sur ce sujet. J'aurais peut-être, est-ce que vous voyez mon écran? J'ai perdu mon écran. Tout va bien. Tout va bien. Alors, donc, de quoi on parle? Pourquoi est-ce qu'il faut agir? Maintenant, la question à 1000 francs, c'est comment agir? L'idée, pour nous, c'est de développer, et c'est ce qu'on propose aux entreprises avec lesquelles on travaille, c'est de développer une stratégie qui est 4 étapes. La première étape, c'est comprendre l'environnement et l'existant. Donc, en gros, qu'est-ce qui est en train de se passer dans mon secteur d'activité, que ce soit au niveau réglementaire, au niveau de mes concurrents en France, à l'étranger. Est-ce qu'il peut y avoir des parallèles intéressants éventuellement avec d'autres secteurs industriels? Qu'est-ce qui est en train de se passer sur ce sujet-là? Parce qu'encore une fois, on va le voir pour un secteur d'activité donné, les initiatives peuvent être extrêmement diverses et nombreuses. Et c'est intéressant d'avoir une vision sur ce sujet-là et de commencer à le maîtriser pour essayer de l'adopter ou de l'adapter à son entreprise. La deuxième étape, c'est bien évidemment d'essayer de développer sa vision et d'identifier les opportunités sur lesquelles on peut travailler. Il serait totalement illusoire de penser que vous allez transformer vos entreprises respectives du jour au lendemain avec des nouveaux modèles économiques, des nouveaux produits, des nouveaux services. Il faudrait être fou pour se lancer dans un sujet comme ça sans tester, sans valider auprès de ses clients, auprès de ses partenaires, si les nouveaux produits, les nouveaux services qu'on imagine sont pertinents ou pas. Donc, vous le verrez dans je vous renvoie encore une fois à cette étude de l'INEC. La recommandation, c'est bien évidemment de tester sur un certain nombre de produits ou de services de manière un peu limitée, et puis petit à petit d'augmenter le champ d'action. La troisième étape, c'est bien évidemment de faire une feuille de route pour essayer de planifier qu'est-ce qui est prioritaire, qu'est-ce qui est facile à faire, qu'est-ce qui est plus long, qu'est-ce qui coûte plus d'argent, qu'est-ce qui est plus risqué. Et donc, essayer de planifier et de hiérarchiser les sujets sur lesquels on peut vouloir travailler. Et puis, bien évidemment, la dernière étape, c'est l'expérimentation et le déploiement. Donc, des déploiements limités et puis petit à petit la mise en place de ces différents sujets. Donc, pour vous illustrer la première étape, donc qu'est-ce qu'on va se poser comme question sur l'existant dans son domaine d'activité? Évidemment, est-ce qu'il y a des contraintes réglementaires qui sont existantes ou qui vont arriver à court ou à moyen terme
dans mon secteur d'activité? Est-ce qu'il y a des initiatives en cours chez mes concurrents? Est-ce qu'il y a des éco-organismes qui opèrent? Donc, je vous rappelle, les éco-organismes, c'est ceux qui pilotent et qui exploitent enfin, qui opèrent les filières REP des différents metteurs sur le marché. Et très souvent, ils ont des programmes autour de ces sujets d'économie circulaire, puisque c'est un peu leur cœur de métier. Pas forcément que le recyclage, mais aussi éviter la mise au rebut des produits. Est-ce qu'il y a déjà des écosystèmes qui existent, ou est-ce qu'il faut aller chercher des partenaires? Est-ce que mes concurrents ont avancé sur le sujet? Où est-ce qu'ils en sont? Est-ce que ce qu'ils font est pertinent ou pas? Et puis après, se poser des questions sur les impacts que ça peut avoir sur mon entreprise. Est-ce que aussi il y a des nouveaux modèles économiques? Est-ce qu'on voit apparaître des modèles économiques qui n'existaient pas sur ce sujet-là? Qui est-ce qu'il faut que j'implique au sein de mon entreprise? Est-ce qu'il existe déjà des choses? Est-ce qu'on a déjà travaillé sur ces sujets? Souvent, je fais un parallèle avec les stratégies RSE, mais souvent, quand on rencontre des clients sur les sujets de stratégie RSE, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'actions qui ont été faites et qui sont un peu éparpillées et qu'il faut rassembler. C'est exactement le parallèle sur ce sujet-là. Est-ce qu'il y a des études qui ont déjà été produites, des analyses de cycle de vie, des bilans carbone, etc., pour me permettre d'identifier les impacts de mes produits, les impacts environnementaux de mes produits? Et enfin, est-ce qu'on a les compétences ou est-ce qu'il faut aller les chercher? Et pour vous donner un exemple celui-là est un peu, on a travaillé sur le visuel de celui-là, mais pour vous donner un exemple de choses qui peuvent se passer sur un domaine donné, on va se placer dans un secteur d'activité qui est l'ameublement. Il se trouve qu'on a travaillé sur un sujet similaire il y a peu. Donc, le premier pilier de l'économie circulaire, c'est l'extraction, l'exploitation, les achats durables. Donc, bien évidemment, dans ces sujets-là, on va se poser la question des sources et des origines des produits qu'on peut utiliser. Donc, on va voir apparaître des choses comme des labels comme FSC ou PEFC sur les produits vierges qu'on va acheter, les matières premières vierges qu'on va acheter. Sur le sujet de l'éco-conception, on va trouver des choses sur un certain nombre de concurrents qui vont être capables soit de réutiliser, donc de créer des produits en utilisant des produits recyclés. Vous avez là, alors je les cite, mais sans faire de pub, vous avez la Maison du Monde qui fait un buffet en bois recyclé. Je ne sais plus qui fait une table en plastique à base de filets de pêche recyclés. Du mobilier qui est issu de briques alimentaires qui ont été broyées et puis recompactées, etc. Ou dans le sujet de l'éco-conception, le IKEA, pour les citer, avec un lit extensible qui s'adapte à la taille de l'enfant au fur et à mesure de son évolution. Vous allez trouver aussi des éco-organismes comme Écomobilier ou Valdelia qui vont proposer des guides de bonnes pratiques sur ces sujets-là, sur comment est-ce qu'on fait de l'éco-conception. Et puis, vous allez avoir aussi, quand on parle d'économie de la fonctionnalité, des nouvelles offres. Finalement, je suis en CDD, je ne suis pas sûr que mon CDD va être prolongé. Est-ce qu'il faut vraiment que je déménage dans cette ville où je suis étudiant? Est-ce que je ne peux pas, et je vais rester 1 an à Paris ou à Marseille, est-ce que je ne peux pas plutôt louer un usage, enfin faire appel à un usage de mobilier plutôt qu'acheter du mobilier pour après me retrouver avec ce mobilier sur le bras, devoir le revendre, etc., etc. Et donc on voit apparaître, même dans ce domaine-là, des systèmes de location avec des offres qui paraissent… alors, je ne suis pas allé voir exactement ce qu'on avait pour 30 € par mois, un studio tout équipé, mais une offre qui est une fonctionnalité. Et donc, quelque part, c'est un nouvel acteur dans un marché qui est pas du tout identifié par rapport à ce qu'on va faire, ce qu'on avait précédemment. Sur le sujet de la demande, du comportement des utilisateurs, bon…
difficile de ne pas reconnaître Billy, mais on connaît tous les notices de montage d'IKEA. Que celui qui n'a jamais subi une étagère à monter un week-end lève la main. On aurait pu faire un sondage là-dessus. Mais IKEA commence à fournir des kits de démontage de ces étagères, ou en tout cas des instructions de démontage de ces étagères, pour expliquer à un utilisateur qui va déménager ou qui va revendre son produit, comment est-ce qu'il fait pour le démonter et le rendre à nouveau, donc soit le transporter, soit le revendre à quelqu'un. On va trouver aussi des acteurs comme Leroy Merlin ou des metteurs sur le marché. Donc, Leroy Merlin va vous expliquer comment vous faites pour, plutôt que de changer votre cuisine, changer juste le look de votre cuisine. Et pour eux, c'est un marché. Donc, c'est un acteur qui n'est pas dans le marché du mobilier, enfin, bien qu'ils vendent aussi des cuisines, bien évidemment, mais ce n'est pas un acteur qui est directement sur le marché du mobilier, mais c'est un acteur qui se dit, dans ce marché-là, je peux avoir un modèle économique qui est pertinent. Et donc, ils vont vous vendre les nouvelles poignées, la manière de modifier votre cuisine, etc. Et dans certains metteurs sur le marché, vous avez des utilisations, des guides d'utilisation pour savoir comment on fait pour prolonger la durée de vie de mon mobilier et pour pouvoir le conserver. Et enfin, sur le recyclage, vous allez trouver des acteurs qui vont être des acteurs spécialisés dans le recyclage. Je pense notamment à des acteurs comme Elise, qui a toute une activité sur le mobilier de bureau, ou des plateformes qui permettent à des gens qui disposent de ce mobilier de proposer à d'autres personnes qui seraient intéressées par le même mobilier. Donc vous voyez qu'on est très très loin. Quand on commence à regarder ce qui se passe sur ces sujets-là dans un secteur donné, on va très vite voir qu'il y a à la fois des nouveaux acteurs, des idées qui peuvent être très originales, ou des nouveaux modèles économiques qui vont arriver. Et donc cette analyse de l'existence, ça permet d'ouvrir un petit peu, de développer une sorte de tour de contrôle pour essayer de comprendre ce qui est en train de se passer, quels sont les nouveaux acteurs, qu'est-ce qui pourrait arriver, et éventuellement également avec qui est-ce qu'il faudrait commencer à travailler si on voulait développer tel ou tel service. La deuxième étape qu'on recommande de développer, c'est évidemment de développer sa vision et d'identifier les opportunités sur lesquelles on va pouvoir travailler. Et là, les questions vont avoir lieu. Alors, je recommanderais de les classer en fonction des domaines et des piliers de l'ADEME. C'est un bon moyen de ne pas oublier quelque chose, et c'est un bon moyen de cheminer dans le questionnement. Mais est-ce qu'on peut, en termes d'approvisionnement, est-ce qu'on peut réduire nos dépendances? Est-ce qu'on peut utiliser des matières premières qui ne sont pas des matières vierges, ou est-ce qu'on peut s'assurer que ces matières premières sont produites de manière respectueuse, responsable, etc. En termes de conception, comment est-ce qu'on peut travailler sur le sujet de l'éco-conception? Donc, est-ce qu'on peut améliorer la performance environnementale des produits? Est-ce qu'on peut augmenter leur durée d'usage, faire qu'elle soit plus simple à réparer, faire qu'elle soit plus évolutive, etc. L'écologie industrielle, qui est je trouve un sujet complexe dès qu'on veut rentrer vraiment dans des coproduits et de manière récurrente. Mais est-ce qu'on peut identifier, il y a des bases de données qui existent aujourd'hui, est-ce qu'on peut identifier des entreprises qui pourraient être intéressées par nos flux sortants, ou est-ce qu'on peut, à l'inverse, identifier des entreprises dont les flux sortants pourraient devenir des flux d'intrants pour nous? On peut continuer sur le sujet de l'économie de la fonctionnalité. Qu'est-ce que ça voudrait dire d'avoir une offre de performance d'usage? Je vends des produits, plutôt que de les vendre, est-ce que je peux vendre l'usage de ces produits? Dans ce domaine-là, on a tous énormément d'exemples. La voiture personnelle, elle reste
stationné pendant 93% de son temps, la perceuse que vous avez dans votre placard, une fois que vous l'avez utilisé 2 heures dans l'année, c'est le grand maximum, etc., etc. Donc, est-ce que sur des produits de ce type-là, on peut réduire notre dépendance des ressources en proposant un service de voiture à la demande ou de perceuse à la demande, etc. En termes de consommation, on va essayer de regarder quels sont les impacts environnementaux de l'usage des produits et des services. Est-ce qu'on a moyen de les réduire? Est-ce qu'on a moyen de mieux informer les consommateurs sur ces impacts pour essayer de diriger leur comportement et le rendre plus responsable, plus vertueux par rapport à nos produits? Est-ce qu'on peut évidemment allonger la durée d'usage? Est-ce qu'ils peuvent être évolutifs, réparables, modulables? Est-ce qu'on peut changer certains composants facilement, etc., etc. Et puis, c'est toujours un sujet qui est lié à la conception des produits, évidemment. C'est est-ce qu'on peut, en fin de vie, valoriser au mieux nos produits pour pouvoir récupérer autant de matière que possible et essayer d'éviter, alors de matière ou d'énergie, et essayer d'éviter la fin de vie des produits. Donc, voilà les questions qu'on va se poser. Comment on va essayer d'adresser ça, en fait? La proposition qu'on fait, nous, c'est d'essayer de constituer une équipe qui soit une équipe transverse à l'entreprise pour la faire monter en compétence sur ces sujets et puis essayer de créer un noyau dur au sein de l'entreprise qui soit capable de développer une expertise sur le sujet de l'économie circulaire appliquée à l'entreprise et appliquée aux différentes entités de l'entreprise. Bien évidemment, comme dans tout projet, il faut qu'il y ait un sponsor. Évidemment aussi, on peut se poser la question de savoir si cette équipe projet, elle est interne à l'entreprise ou s'il faut d'ores et déjà impliquer des clients qui pourraient être des clients fidèles ou des clients intéressés ou des clients dont on pense que l'inspiration pourrait être bonne. On va ensuite essayer de faire monter, comme je le disais, en compétence cette équipe pour qu'elle puisse s'approprier ces sujets. Donc, c'est à la fois la sensibilisation sur les enjeux globaux pour l'entreprise et puis lui faire partager un certain nombre de retours d'expérience sur ce qui existe dans ce domaine-là et lui permettre de monter en compétence, de monter en connaissance du sujet pour avancer. Donc, la première chose, c'est évidemment, parce que c'est un vrai projet d'entreprise, c'est de créer cette dynamique et de créer cette équipe projet pour qu'elle puisse s'approprier le sujet. Et puis ensuite, et on fait ça à travers un ou plusieurs ateliers d'innovation, ça dépend un peu de la profondeur avec laquelle on veut aller, c'est d'essayer d'identifier à la fois les opportunités, les gisements et les évolutions qu'on doit faire au sein de l'entreprise pour adopter ou adapter les produits à ces nouvelles, les produits et les services, ou les procédés d'ailleurs, à ces nouvelles fonctionnalités ou en tout cas à ces nouvelles évolutions. Et là, on va se poser les questions de quel est le parcours client actuel. On va retomber, et on fait ça avec des techniques qui sont inspirées de design thinking, de liberating structures, de techniques d'animation comme ça. Mais l'idée, c'est d'essayer de comprendre comment fonctionne le parcours du client, le parcours produit aujourd'hui, où sont les impacts et les externalités, comment se passe la fin d'usage, pourquoi on arrive à cette fin d'usage, qu'est-ce qui génère ou qu'est-ce qui déclenche la fin d'usage et qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer soit de décaler cette fin d'usage, soit de valoriser à la fin d'usage, de mieux valoriser à la fin de l'usage les produits ou les services qu'on vend. Quand on en arrive à ça, après, l'objectif, c'est d'essayer d'évaluer les opportunités. Donc, bien évidemment, en fonction du besoin, on va aller plus ou moins en profondeur sur ces sujets. La première chose pour essayer de comprendre où on en est, ça va être de faire une matrice dans laquelle on va essayer de comprendre la complexité des différentes
initiatives ou des différentes actions qu'on aura pu trouver et de regarder avec la valeur qu'elle apporte et d'essayer de travailler sur d'abord je dirais les pommes qui sont sur les branches basses et puis après de monter doucement et de faire ça. Et puis la chose qu'on peut faire également en fonction de l'avancement qu'on veut aller, de l'avancement qu'on a, c'est aussi se poser la question, et on peut faire ça à travers notamment le sujet, enfin le cadre des business model Canva, sur quel impact ça va avoir, quelle va être ma nouvelle proposition de valeur, quel impact ça peut avoir sur mon modèle économique, qu'est-ce qu'il faut que je développe comme ressources, comme activité, comme partenariat, et qu'est-ce que ça va donner comme implication par rapport à mes clients. Et donc l'idée, quand on va sortir de ce processus, c'est bien de développer une feuille de route avec un certain nombre d'actions qui vont être hiérarchisées. Si besoin, aller un peu plus loin sur certaines actions pour essayer de commencer à tester le modèle, à essayer d'identifier les capacités dont on a besoin, etc., pour pouvoir dégager des priorités sur cette feuille de route de l'économie circulaire. Et donc, du coup, pour le dernier point, ça va être évidemment de définir sa feuille de route et de la piloter. Et donc, on va prendre tous les travaux qu'on a, tous les éléments qu'on a récupérés et toutes les analyses qu'on a pu faire dans ces ateliers et les informations qu'on a pu en retirer à la fois de l'analyse de l'environnement et puis des idées qu'on a pu développer pour déterminer des priorités, un plan de marche. Et donc, et là, les questions à se poser, elles sont là. Hein, c'est quelles sont les principales opportunités? Est-ce qu'elles sont faciles ou difficiles? Par quoi est-ce qu'il faut commencer? Est-ce qu'il y a des profils de clients ou des profils de produits qui seraient peut-être plus adaptés pour tester ces solutions? Si vous allez sur, il y a l'Observatoire de la consommation, l'Obsoco, qui a fait un certain nombre d'études sur la consommation responsable. On y trouve énormément d'informations sur qui est plus sensible à ces sujets-là, jusqu'à quel point ils sont capables de payer plus, etc. Donc, ça peut donner des idées. Comment est-ce qu'on planifie tout ça dans le temps? Est-ce qu'il faut développer un écosystème, faire évoluer le modèle économique de l'entreprise, etc. Mais voilà, en gros, comment arriver à clarifier son sujet et sa stratégie sur le sujet de l'économie circulaire au sein de l'entreprise. Après, bien évidemment, vous allez rentrer dans des périodes qui vont être des périodes d'expérimentation et de déploiement. Et puis, on va procéder par test et erreur et adapter et ajuster le sujet. Donc voilà à peu près sur ce que je voulais vous dire sur la vue d'ensemble de cette démarche. On a un nouveau sondage et donc je vais repasser la main à Thomas. Est-ce que vous avez déjà réfléchi dans votre entreprise à une stratégie d'économie circulaire? Et donc je vous laisse répondre sur le sujet. Allez, 80% de répondants. Encore un petit effort. Allez, donc 20% ont une stratégie en place, 60% sont en train d'y réfléchir. Je vais vous montrer 2 points. Le premier, c'est 2 chiffres. Le premier est issu de l'enquête EcoDev qu'on a réalisée auprès des dirigeants d'entreprise à la fin de l'année dernière et qu'on a publié en mars. Quand on pose la question aux dirigeants d'entreprise sur leurs priorités en termes de stratégie RSE, faire évoluer le modèle de production vers l'économie circulaire, c'est quasiment un tiers des répondants qui sont sur ce sujet-là, en train de réfléchir à ce sujet-là. Et par contre, seulement 13% des entreprises
qui proposent des offres responsables sur l'ensemble de leurs produits et services. On a 60% d'entreprises qui nous disent on est en train d'intégrer ça, et on a 13% qui nous disent on a déjà intégré ça sur l'ensemble de nos produits et services. Quand on revient sur, je vous citais tout à l'heure cette étude de l'INEX sur pivoter vers l'industrie circulaire, dans le fameux panel des 60 entreprises, 36% des industriels disent avoir intégré la circularité dans leur stratégie, et seulement 22% disent l'avoir décliné dans une feuille de route qu'ils pilotent. Donc en gros, on est en train de se dire, on est en train de réfléchir sur ce sujet. On voit que les entreprises sont en train de réfléchir sur le sujet, mais bien évidemment n'ont pas encore totalement intégré ces sujets dans leur stratégie et dans leur feuille de route. Voilà, j'en ai terminé avec cette présentation. Thomas, on peut peut-être prendre les questions s'il y en a. Oui, tout à fait. Alors, je vais juste répondre à la toute dernière question sur le fait que vous partagez les résultats de l'enquête, la RSE vue par les dirigeants d'entreprise. Donc oui, on vous l'enverra et je vous mets le lien également dans le chat. Il est dans le support, donc normalement, vous aurez le lien cliquable dans le support. En plus, bon, bah, parfait. Oui, du coup, une question, donc n'hésitez pas, hein. Merci Yves et à tous, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Donc, première question de Carole, comment communiquer sur ces sujets autrement qu'en faisant des hommes de dangereux criminels? Comment travailler sur ces questions autrement que de façon punitive? Comment faire des hommes des parties prenantes constructives et militantes plutôt que des coupables? Voilà, le côté, quel est l'angle sur lequel communiquer sur ces sujets-là? Moi, j'ai rarement, dans ma philosophie, je cherche rarement des coupables. J'essaye plutôt de trouver des solutions. Si vous vous mettez, alors j'allais dire vue d'avion, mais non, vue de satellite, on est quelque part sur un tout petit bateau bleu perdu au milieu de rien du tout, et avec vraiment rien à très très longue distance. On est tous sur le même bateau, donc je crois qu'il faut, enfin, moi, j'aurais pas tendance à chercher des coupables. On est dans une situation et on est venu dans cette situation. Trouver des coupables ne nous aidera pas, trouver des solutions nous aidera. Donc, je pense que c'est plutôt ça qu'il faut essayer de faire. Je ne sais pas si ma réponse est satisfaisante, mais personnellement, c'est vraiment ce que je ressens. Il faut qu'on trouve des solutions. C'est pour ça qu'on est là. Mettre en avant les solutions plutôt que des terribles faits. Autre question, les difficultés de mise en place sont liées à quel facteur? Coût additionnel, changement? Alors, je pense que les difficultés de mise en place sont d'abord des compétences. Alors, il faut d'abord prendre conscience qu'il y a un vrai sujet. Sur ces sujets-là, je pense que l'augmentation du coût de certaines matières premières va forcément réveiller certains. Comme je le disais, l'Europe se rend vraiment compte en ce moment que stratégiquement, elle est dans une position de faiblesse à moyen terme, assez rapidement, parce que sur un certain nombre de composants dont on a tous besoin, on n'a pas de source d'approvisionnement et on n'est pas capable de sécuriser ces sources d'approvisionnement. Donc, je pense que la première chose, c'est d'essayer de faire prendre conscience de ces sujets-là au sein de l'entreprise. Et c'est le premier écueil. Aujourd'hui, on n'a pas forcément une visibilité sur ça. Et en tout cas, pas forcément le mécanisme de réaction pour le faire. Le deuxième obstacle, c'est l'information, la formation, les compétences. Ce n'est pas comme ça qu'on a l'habitude de réagir. On a toujours travaillé de manière, enfin, on a toujours travaillé, oui, depuis un siècle et demi aujourd'hui. On a toujours travaillé de manière très linéaire et les impacts, on les voit peu ou pas encore totalement. Donc, on n'a pas développé ces mécanismes et ces compétences. Mais je pense que les impacts, ils sont plutôt là. Après, ce qui est intéressant, c'est que c'est un vrai enjeu business pour l'entreprise. Ça n'est pas c'est pas un gadget qui arrive par-dessus, c'est un vrai enjeu. Quand l'Europe nous dit, agite les bras en nous disant j'ai fait un plan d'action économie circulaire parce que je suis un peu inquiet sur
sur la suite des événements. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment lire et comprendre. L'enjeu, il est là. Donc c'est un vrai enjeu pour l'entreprise. Ça n'est pas quelque chose qui soit... c'est pas un acte de bienfaisance ou etc. C'est un enjeu vital pour l'entreprise. Dans certains cas, si les entreprises ne modifient pas leur modèle économique ou ne modifient pas leurs offres, elles vont avoir des vraies difficultés bientôt. Merci Yves. Bon, on a un petit peu dépassé, on prend une toute dernière question et puis après on s'arrêtera là. Quels sont les secteurs en pointe sur ces sujets d'économie circulaire? Je dirais le textile a pas mal bougé, le bâtiment bouge pas mal, qui sont des gros producteurs de déchets évidemment. Le secteur de l'automobile a pas mal bougé sur ces sujets-là. Le secteur de l'agroalimentaire sur le sujet des emballages. Quelques secteurs au niveau, enfin quelques acteurs au niveau des équipements électroniques sont en train de bouger. Donc, je dirais il y a pas mal de sujets qui sont en cours. Je me limiterai à ces quatre-là pour commencer, mais il y a vraiment des initiatives, à mon sens, aujourd'hui, dans tous les secteurs. Ces quatre-là me paraissent les plus avancés.